Bonjour, bonjour, j'espère que vous allez bien. Moi, ça va pour le moment. Je suis juste en train de me transformer en liquide humain. Il fait ultra chaud et je suis vraiment désolé pour cette affreuse introduction, mais je me dois d'être honnête. Donc, si je brille autant, ce n'est pas du maquillage aujourd'hui, ni mes paillettes, ni mon charisme exceptionnel que vous commencez à connaître. Il fait très chaud, mais j'avais quand même envie de vous faire une vidéo avant le bilan de juin et une vidéo notamment sur mes sagas préférées, ou en tout cas les sagas que j'aime recommander. J'ai lu pas mal de livres ces dernières années, et maintenant, lorsqu'on me pose la question, tiens, Trouillet, qu'est-ce que tu me conseilles de lire? Qu'est-ce que tu me conseilles de lire? J'ai souvent deux œuvres qui me viennent un petit peu à l'esprit quand on veut notamment démarrer la fantasy, ou en tout cas quand on s'y intéresse et qu'on voudrait découvrir des univers assez particuliers. Je vous présente ça tout de suite après une pause musicale. C'est pas toujours évident de commencer la fantasy, ce sont souvent des univers assez denses, assez complexes, avec des personnages parfois un peu sombres, auxquels on a du mal à se rattacher, des enjeux qui nous dépassent. Pour ça que il y a des œuvres que j'aime conseiller, ou je conseille en tout cas régulièrement, pour entre guillemets débuter. Je dis bien entre guillemets débuter, parce que vous allez voir, ça reste des œuvres qui sont quand même lourdes, qui font 3 tomes chacune, et qui ont pour chaque tome 700 pages. Donc vous voyez bien que ce ne sont pas non plus des petites œuvres. Pour autant, je pense qu'elles sont accessibles par un certain nombre d'éléments, et qu'elles vont permettre, peut-être, à un certain nombre d'entre vous, à vous lancer dans la fantasy, ou en tout cas à passer un cap au-dessus. Si vous débutez l'une de ces sagas et que vous le sentez absolument pas, arrêtez, ne vous forcez pas en vous disant ah, il a dit que ça allait être extraordinaire, je suis sûr que ça va être extraordinaire. Vous lisez 3 tomes et vous vous dites mais qu'est-ce que j'ai lu? Il y a toujours évidemment le côté très personnel. Parfois on n'accroche pas au personnage, et ces sagas que j'adore, vous êtes nombreux à me dire mais Trouillet, non, 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 non. Bon, on va en discuter, on va en débattre dans les commentaires, ici, là, maintenant, sans aucun problème. Évidemment, sans spoil, il n'y a aucun spoil dans ma vidéo, donc j'en veux pas non plus dans les commentaires, pour vous faire découvrir des œuvres qui sont quand même assez connues, mais qui, à mon sens, qui méritent quand même d'être lues. Commençons par la première, et vous allez voir que c'est un choix qui est déjà assez audacieux, puisque je voulais vous recommander de lire Les Aventures de la mer de Robin Hobb. Alors pourquoi c'est un choix audacieux? Parce que Robin Hobb, vous le savez, elle a créé un univers très vaste, qui est l'univers de l'Assassin Royal, dans lequel on retrouve Fitz, j'en ai parlé dans plusieurs vidéos. Et dans cet univers-là, vous avez des trilogies qui existent, qui ne sont pas directement reliées au personnage de Fitz. Pour autant, elles existent bien dans cet univers, et ces trilogies-là ont un lien avec l'Assassin Royal, mais un lien qui se veut plus ou moins léger. En tout cas, pour les Aventuriers de la mer, vous pouvez tout à fait lire les Aventuriers de la mer sans avoir lu l'Assassin Royal. Évidemment, il y a quelques petites références que vous n'aurez peut-être pas, mais elles sont, je vous assure, très légères. Et par contre, alors là c'est le point entre guillemets négatif, après ça dépend, ça spoil à un certain moment la fin de l'Assassin Royal. Après, ça peut peut-être, vous donner envie de lire l'Assassin Royal. Voilà, à vous de voir, je force personne, je vous avertis juste. Vous n'êtes pas obligé d'avoir lu l'Assassin Royal, par contre, vous allez connaître des événements qui sont quand même assez importants de la fin de l'Assassin Royal. Mais ce sont des événements qui sont, je veux dire, de la toute fin. Je veux dire, ça ne gâchera pas nécessairement non plus votre plaisir de lecture, parce qu'il y a quand même un grand nombre de rebondissements qui ne sont pas mentionnés dans les Aventures de la mer. Je ferme cette déjà trop longue parenthèse pour vous expliquer un petit peu ce que c'est les Aventures de la mer. C'est une trilogie qui s'intéresse au destin de la famille Vestri, une famille de marchands sur des bateaux, pas les marchands, je sais pas, marchands de fromage, j'en sais rien, non, ils ont des gros bateaux. Et c'est une ancienne famille riche qui est sur le déclin en fait. La famille a dépensé énormément d'argent pour acheter un bateau qui se veut magique et qui est censé s'éveiller lorsque 3 membres de la famille seront morts sur son pont. Le père, le patriarche de la famille, est justement assez âgé, et le roman commence ainsi. Le père va mourir, et le bateau est censé s'éveiller. Le bateau est censé prendre vie.
Il est censé avoir sa propre personnalité et avoir des capacités hors normes, être capable de parler, de réfléchir, mais aussi de se transformer d'une certaine façon, c'est-à-dire que votre bateau peut aller beaucoup plus vite et peut donc être beaucoup plus efficace sur les eaux. La mort du père est associée du coup à la vie d'un bateau qui va peut-être sauver la famille. Problème, c'est que évidemment ça ne se passe pas comme prévu, vous avez des conflits au sein de la famille puisque vous avez le beau-frère qui est un horrible personnage qui n'a qu'une envie, c'est de faire du commerce d'esclaves. La fille de cette famille, elle y est complètement opposée et elle veut reprendre le bateau. Problème, c'est une fille, elle est jeune, elle n'a pas d'expérience, mais pour elle, ça a toujours été celle qui devait récupérer le bateau. Et à partir de là, se lance ce roman choral, c'est-à-dire qu'on va avoir le point de vue de très 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 nombreux personnages pour nous raconter cet étrange destin. Vous avez par exemple le point de vue d'Althea, qui est donc la plus jeune fille, qui est assez rebelle, n'écoute que ce qu'elle a envie de faire, et elle va vraiment être très entêtée et têtue pour défendre sa famille et ce qui lui revient de droit. Vous avez aussi le point de vue parfois de sa sœur, et surtout de la fille de sa sœur, une petite peste, mais vraiment affreuse, une petite gamine qui n'a qu'une envie, c'est de dépenser l'argent de la famille que la famille n'a pas, qui rêve de garçons, de mariage. Et évidemment, au début, vous allez la détester. Et puis, au fur et à mesure, vous allez apprendre à la connaître, à mieux la comprendre. Alors, c'est une évolution qui est lente, n'attendez rien au bout de 3 chapitres. Mais, à un moment donné, vous allez vous dire « Ah ouais, il y a quelque chose. C'est un bon personnage. » Vous avez le point de vue de la mère, qui, elle, est extraordinaire. La mère de la famille, une vieille femme qui très digne, très intelligente, qui essaie de faire en sorte que sa famille reste soudée alors que tout est en train de s'écrouler. Elle a perdu son mari, elle voit ses enfants se déchirer, se battre pour un bateau, et elle fait des sacrifices extraordinaires. C'est un personnage attachant, et en même temps elle est très froide, elle est très directe, elle ne se laisse pas faire. C'est vraiment un personnage que j'ai beaucoup aimé. Et enfin, vous avez Yémin, qui est le fils du beau-frère, donc l'affreux beau-frère qui veut transformer son bateau en bateau aux esclaves. Et ce fameux beau-frère, ce Kyle, il veut que son fils devienne capitaine. Voilà. Donc il lui dit non, Yémin, t'as pas le choix. Yémin, il avait fait le choix de la religion, il voulait être une sorte de moine, de prêtre. Non, il est embarqué de force dans une aventure dans laquelle il est complètement opposé. Et lui, il n'a qu'une envie, c'est de se défaire du bateau. Il veut absolument pas être capitaine, quoi que ce soit. Et il y est forcé. Donc vous voyez bien que dans toute cette petite famille, il va y avoir plein de conflits, plein d'histoires, ça va être très compliqué, très tendu entre eux régulièrement, et on va les voir comme ça se déchirer, et attendre qu'une seule chose, c'est la réconciliation. Point qui me semble quand même important à mentionner, c'est un roman avec plein de personnages féminins différents, intéressants. Althea, la jeune fille, le personnage de la jeune et de la mère plus âgée, l'enfant qui justement devient une adulte et qui commence à rêver de mariage, etc. Vous avez Etta, qui est une prostituée violente et affreuse, qui a envie d'évoluer, de changer, de devenir quelqu'un pour faire plaisir à son homme, l'horrible capitaine Kenneth. Vraiment, cette multitude de personnages féminins, je les ai adorés, ils sont magnifiques. Et n'oublions pas enfin le bateau, Vivacia, qui elle-même est une femme et a ces sentiments de femme que vous allez découvrir dans cette œuvre. L'histoire ne s'arrête pas là, n'est pas limitée à la simple famille. Vous avez donc aussi la ville, Terryville, qui est de plus en plus menacée parce que vous avez les anciens marchands qui respectent les traditions et les nouveaux marchands qui, eux, justement, se livrent de plus en plus au commerce d'esclaves. Donc c'est aussi un livre qui se veut politique, où on a un conflit au sein de la ville. Et enfin, vous avez aussi le point de vue des pirates, parce qu'il y a des pirates. Pas des moindres, puisque vous avez, à mon sens, ce qui justifie la lecture de cette œuvre. Vous avez le capitaine Kenneth. Le capitaine Kenneth, c'est difficile à expliquer, ce personnage, parce que il est plein de contradictions, et moi j'ai eu un rapport à ce personnage qui est très compliqué. J'ai adoré ce personnage, et je l'ai détesté, à des moments différents, et en alternant. C'est-à-dire que parfois je le déteste, parfois je l'adore, etc. Ça a été vraiment, vraiment très étrange, et rien que pour ce personnage-là, je vous dis, pour moi je recommande à 100% Les Aventures de la mer.
Kenneth, il est horrible, paranoïaque, égoïste, manipulateur. Il est affreux, mais vraiment affreux, affreux, affreux. Il n'y a rien pour le sauver. Et pourtant, on se met à l'aimer. On se met à l'aimer parce que, il a une ambition mais démesurée. Il veut pas simplement devenir un capitaine, il veut devenir le roi de l'île des pirates. Il veut fédérer tous les pirates autour de lui. Et ça fonctionne. Il a un charisme, il a une aura qui fait que tous les personnages qui le croisent se mettent à l'adorer. Pour des raisons qui tiennent parfois au hasard, à son étonnante chance, parce qu'il a beaucoup beaucoup de chance, Capitaine Kenneth. Comme on a le point de vue de ces gens-là, on peut pas s'empêcher de l'aimer à son tour. Moi, je me faisais avoir, en quelque sorte, et j'avais envie de voir à travers les yeux de ces autres personnages. C'est vraiment une expérience à faire, je pense. Peut-être que vous aurez une expérience complètement différente, mais moi, Capitaine Kenneth, je l'ai vraiment adoré. Et à chaque fois qu'il faisait quelque chose de mauvais, j'étais mais il est horrible ce personnage. Et puis par moments, je me dis tiens, il évolue, il change parce que évidemment, il rencontre d'autres personnages. Il finit par je veux pas trop en dire. J'ai pas trop envie d'en parler. Moi, j'avais des attentes. Je vous dirai pas si elles ont été, mais le roman a pris une direction qui m'a vraiment, vraiment, vraiment surpris. Et je ne m'attendais pas à avoir un tel regard sur ce personnage-là. J'en dis pas plus, je veux pas trop... parce que j'ai pas envie de spoiler, j'ai pas envie de donner d'indices ou quoi que ce soit. J'ai vraiment envie que ce soit votre propre expérience et que vous veniez me dire un jour « Ah mais moi, pareil » ou alors pas du tout. Ou... Mais vraiment, très étrange. Très étrange personnage qu'on adore et qu'on déteste. Mais vraiment, vous allez le détester. Il est affreux. Horrible, horrible, horrible. Enfin, dernier élément, parce que vous allez me dire, la fantaisie, il y en a beaucoup ou pas beaucoup? Oui, ça reste un univers de magie, il y a des personnages qui ont des pouvoirs, ça reste très limité, vous n'avez pas comme ça des combats de magiciens ou tout ce que vous voulez, mais ça reste un univers qui est fait de mystère. Là, tout de suite, je vous préviens, faites attention, parce que vous avez de nombreux chapitres qui sont le point de vue de serpents. Et ces chapitres-là, au début, peuvent facilement vous décourager, parce qu'ils se veulent extrêmement mystérieux, énigmatiques, et vous ne comprenez pas tout. Je lisais ça, je m'ennuyais, je me dis mais pourquoi on me raconte ça? Au fur et à mesure, ça commençait à prendre du sens et on commençait à saisir les enjeux, mais au début, c'était d'une lourdeur absolue, et j'avais envie de les passer, ces passages-là. Mais la fantaisie, elle est bien là, voilà. Il y a les serpents, il y a d'autres éléments que j'évoquerai pas, et il y a surtout les bateaux. Le concept de bateau vivant, et de cette relation, ce lien qu'ils essaient de créer avec les capitaines, moi je trouve ça extraordinaire, et ça m'a emporté. Vraiment, ça je trouvais ça très beau, très sincère, et là encore très intéressant et mystérieux, parce que mine de rien, ces bateaux, ils sont vivants, ils parlent, mais on ne sait pas trop d'où ils viennent, on ne sait pas trop leur origine, on ne sait pas trop vraiment quel est le véritable prix à payer, et ça, pareil, on va le découvrir au fur et à mesure. Il y a quand même des aspects négatifs dans l'œuvre. Pour moi, l'un des premiers aspects négatifs, c'est que c'est une œuvre qui prend son temps, et ça peut potentiellement vous déplaire. Moi, j'ai trouvé que c'était nécessaire pour comprendre les personnages, même si, dans certains points de vue, on s'ennuie parfois. Heureusement, on alterne et on reprend des points de vue qui sont intéressants, comme justement le point de vue du capitaine Kenneth, Yémin, etc. Mais il y en a certains qui sont très lents, qui stagnent, et on est... allez, dépêche-toi, dépêche-toi. Et surtout que, parfois, on entrevoit déjà ce qui va se passer. Pas dans les scènes d'action. Les scènes d'action, elles sont toujours imprévisibles. J'arrive jamais à ce qui va se passer. J'arrive jamais à deviner ce qui va se passer. Mais on entrevoit quand même le destin de certains personnages. Et là, ça prend du temps. Bon, on prend notre mal en patience. Mais comme je dis, on alterne les points de vue et ça, c'est vraiment très très bien. Un autre aspect négatif, j'en sais rien, je vous le dis, c'est que les aventuriers de la mer, moi j'ai imaginé une aventure justement, le bateau qui part en mer et on découvre des continents, des machins et tout. Pas du tout. Je vous l'ai dit, c'est la vie des marchands de Terryville qui vont prendre les bateaux pour aller à différents endroits, mais ça reste toujours autour de la ville. On va pas faire un voyage en bateau qui va durer 2 ans ou jamais. Vraiment, ne partez pas avec cette idée en tête parce que là, vous risquez d'être vraiment déçus. C'est pas un voyage pour découvrir un nouveau continent, une île perdue, pas du tout. C'est vraiment
Bon, il y a les bateaux, on les utilise pour se déplacer, mais les îles, si vous voulez, elles sont à une semaine de distance. Moi, un élément qui m'a quand même un petit peu dérangé dans l'œuvre, c'est le traitement d'un certain nombre de personnages féminins et le nombre de scènes liées à des, j'allais dire, des trigger warnings. Robin Hobb, moi qui ai lu quand même maintenant un grand nombre d'œuvres de sa patte, je trouve qu'elle a une façon de développer les personnages féminins qui est toujours un peu liée aux agressions faites par les hommes. Donc vous avez, je sais pas, peut-être 3, 4 personnages féminins qui risquent d'être agressés, se font agresser. À la fois je comprends, parce que c'est une façon de dénoncer le monde dans lequel on est, qui est un monde de violence, d'un monde dans lequel on ne peut pas... Enfin, où les hommes ont ces comportements-là, et ça arrive. Et en même temps, je trouve que c'est toujours un peu une faiblesse de sa part, parce que j'ai l'impression que l'expérience d'une femme, c'est inévitablement ça chez elle, et qu'elle a du mal à développer un personnage féminin sans passer par là, et sans... Elle n'arrive pas à lui créer une profondeur, et parfois je trouve que c'est un peu une certaine facilité. Il y a un personnage que j'aimais beaucoup au début, et soudainement, il lui arrive quelque chose, trigger warning, etc., d'affreux, mais vraiment affreux, et ça en fait une personne qui devient mauvaise, mais de manière presque incompréhensible, mais vraiment incompréhensible. Au début, je me suis dit, waouh, ce personnage-là, il m'intéresse. Et en fait, j'avais l'impression que l'agression que le personnage subit était vraiment, comment dire, presque artificielle, juste pour justifier son changement de personnalité et soudainement son côté un peu méchante, agressive, manipulatrice. Et voilà, ça, cette storyline, j'ai pas beaucoup aimé. Mais pareil, je spoil pas trop. Il y a quand même un traitement qui est fait à ces violences qui est très intéressant. Mais ça, pareil, j'en dis pas plus. Je vous dis juste, hein, trigger warning, voilà, il va y avoir des scènes qui sont assez violentes, pas 50, c'est pas décrit pendant 50 pages, mais il y en a quand même quelques-unes. Voilà, si vous êtes sensible par rapport à ça, reposez le roman, ou alors prenez garde. Après, je répète, c'est pas des descriptions longues de 50 pages, c'est surtout des mentions de ces événements-là. Que dire de plus sur les aventures de la mer, si ce n'est que c'était un voyage qui m'a vraiment plu. J'ai été plus intéressé par le voyage que par la fin. Ça, je vous le dis tout de suite. La fin m'a un petit peu semblé rapide et trop simple. Moi, j'attendais quelque chose de peut-être plus grandiose, mais j'ai trouvé par contre le voyage très intéressant, de voir tous ces personnages, multiples et complexes, évoluer, se disputer, s'entendre. Ça a été un vrai plaisir. J'ai oublié d'ailleurs de vous parler d'un des personnages que j'ai adoré aussi, le personnage de Parangon, qui est un bateau. Et lui, il a tué les personnages qui étaient à son bord, sa propre famille, quasiment son sang, puisque le bateau fait partie de la famille. Et ce bateau est réputé comme fou, donc il est abandonné sur la plage. Et j'ai adoré ce personnage-là, parce que il y a une espèce d'angoisse et de terreur liée à ce bateau, de dire mais qu'est-ce qu'il va faire. Et il est vraiment terrifiant. On se dit, à chaque instant, il tue tout l'équipage, à chaque instant, parce qu'il a des bras, hein, le bateau, c'est comment dire, la proue est vivante, donc il peut vous attraper, il vous tue, voilà. Ouais, j'étais très content quand on avait des points de vue en lien avec ce personnage-là. Lisez Les Aventures de la mer, vraiment, et dites-moi ce que vous en avez pensé. Pour le moment, je crois que c'est vraiment la trilogie que j'ai préférée de cette fameuse trilogie liée à l'Assassin Royal. J'en ai lu 3. Pour le moment, c'est celle-là que j'ai vraiment le plus aimé, parce qu'il y a justement ce côté roman choral, parce qu'il y a cette espèce de mythologie qu'elle est en train de créer. Si vous aimez une œuvre qui a des enjeux à la fois politiques, puisque vous avez vraiment les conflits nouveaux, anciens marchands, les pirates, et un pays voisin qui ne rêve que d'une chose, c'est de leur faire la guerre. Si vous aimez aussi la fantasy, parce que vous allez voir plein de créatures magiques mystérieuses et des éléments liés à des divinités. Si vous aimez aussi le roman choral avec ses personnages multiples, ses différents points de vue, voir ces personnages évoluer sur plus de 2000 pages, hein, puisque c'est donc 3 romans, vraiment foncez. Là, je regarde le temps qui passe et je me rends compte que je suis quasiment à 20 minutes. Et j'ai 2 options. Soit je fais une vidéo de 40 minutes et je continue de refilmer là tout de suite, sauf que j'ai beaucoup trop chaud.
soit je fais une deuxième partie. Je pense que je vais faire une deuxième partie, donc je suis désolé du suspense, mais vous n'aurez pas ma deuxième saga que je vous conseille dans cette première vidéo. Elle arrivera très prochainement. Ne m'en voulez pas, je vous laisse avec cette présentation des aventuriers de la mer. N'hésitez pas à me dire vraiment ce que vous en pensez, si ça vous tente, si ça vous tente pas. Si vous avez besoin de précision, parce que tout ne me vient pas à l'esprit comme ça, j'ai tendance à faire les vidéos de manière un peu spontanée. Je vous remercie pour m'avoir suivi et continuez à me suivre, à me liker, à me follow, à me... Je ne sais plus comment on dit, mais bref, vous m'avez bien compris. Je vous laisse parce que là je suis collant et fatigué, mais je me permets quand même de vous embrasser avant la fin et de déclencher l'incroyable et époustouflant générique que vous connaissez bien maintenant. Au revoir tout le monde, bonne journée, bye bye.